Bienvenue à tous, bienvenue à cette présentation intitulée « Avez-vous pris des nouvelles de Scala ?» Donc l'idée ici, c'est de parler à la fois de ce qui va se passer dans Scala et de ce qui s'est passé aussi dans Scala. Et en gros, je voudrais savoir s'il y a des gens qui n'ont jamais fait de Scala d'ailleurs ici. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que Scala va mourir d'ailleurs? Oui. Oui, oui, comme ça. Très bien. On va en parler par la suite. Alors je me présente, je m'appelle François Saradin, je suis directeur technique d'Univalence. Nous sommes un cabinet de conseil spécialisé dans la data et la programmation fonctionnelle. Et on s'amuse avec des technos genre Scala, Spark, Kafka, Hadoop et tout ce qui tourne autour. Et on est une entreprise qui n'a pas de baby-foot. Sinon, en dehors de ça, on partage nos expériences à travers donc, un blog qui est assez fourni en ce moment, et aussi à travers des contributions à l'open source, aussi bien sur nos projets à nous que des projets existants, des projets communautaires. Moi, personnellement, je fais du Scala depuis 2009. Ça m'a intéressé parce qu'auparavant, j'ai fait aussi du OCaml. Et que ça, je trouvais qu'il y avait quelques ressemblances. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc on va parler d'abord de Scala 3, de ce qui va arriver. On va parler de la mort de Scala, ce qui sera l'occasion de revenir sur son histoire et de voir en fait les différentes menaces qu'il y a eu au cours de l'histoire de Scala et les solutions qui ont été trouvées. Et du coup, on va voir en fait l'évolution de la maturité vis-à-vis de la communauté. Et on va terminer en fait en revenant sur certaines critiques qui ont été exposées par rapport au langage et des éventuels conseils aussi vis-à-vis de la communauté. Scala 3 va arriver. Nous sommes actuellement en version 2.12 de Scala. Il y a une version 2.13 qui est en RC1 actuellement, donc elle va très bientôt sortir. Et Scala 3 est prévu pour 2020. Alors les dernières nouvelles moi, que j'ai eues, c'était Q1 2020. Pardon. Voilà, ça reste une estimation. Et tout ce qui est fait, tout ce qui va apparaître au niveau de Scala 3 est en train d'être mis en place, ou est mis en place déjà, dans un projet qui s'appelle Doti, voilà, dans lequel on va expérimenter différentes choses, différentes manières, d'autres manières en fait, de faire du Scala. Et ce projet, vous pouvez déjà récupérer son contenu et utiliser le SBT avec ça. Et il faut savoir aussi qu'il y a un plugin dans VS Code, qui vous permet déjà d'avoir un IDE pour utiliser Doti. Donc ça donne un avant-goût du coup de Scala 3 à travers ça. L'objectif de Scala 3, il y a 4 objectifs, donc plus de cohérence dans le langage, plus de fiabilité. On va essayer d'éliminer en fait tous les comportements, une bonne partie des comportements inattendus. On va aussi avoir une meilleure ergonomie. En grosso modo, en fait, tous les idiomes, toutes les hacks qui apparaissaient dans Scala 2, parmi ceux qui sont les plus utilisés, ils vont passer maintenant dans le langage directement. Et puis, au niveau de performance, on aura deux optimisations, deux petites optimisations. Une optimisation au niveau du compilateur, devrait tourner plus vite, a priori, et une optimisation en runtime, justement, en mettant en place des choses au niveau compilateur pour que ça n'apparaisse plus au niveau du runtime. Donc on va voir là ici quelques fonctionnalités. On reste quand même au conditionnel vis-à-vis des fonctionnalités que vous allez voir. Mais a priori, on peut s'attendre à différentes choses. Tout d'abord, une notion d'enum. Alors, c'est plus l'enum comme en Java, mais une enum avec une vision Scala derrière pour pouvoir déclarer des ADT. Vous voyez derrière ça, en fait, le pattern composite, un ensemble d'objets reliés les uns par rapport aux autres. Et donc là, j'ai un exemple où je déclare un type maybe, en fait, qui correspond au type option, et sur lequel je vais avoir deux types d'instances, soit just, soit nup. La particularité ici, c'est qu'on se rapproche beaucoup plus de la vision pattern composite au niveau programmation fonctionnelle, dans le sens où quand j'instancie just, par exemple, je fais un just de 1, eh bien, j'ai une expression qui est de type maybe. On va avoir aussi les méthodes d'extension. Ce sont des méthodes, donc en fait l'idée c'est quoi? C'est qu'on part par exemple d'une entité, d'une caisse classe, ou n'importe quel autre type, sauf que ce qu'on aimerait, c'est pouvoir ajouter des méthodes dessus. Donc là, on va avoir une syntaxe spécifique, du coup, pour pouvoir, dans cet exemple ici, rajouter la méthode isAdult à l'entité personne, en préfixant justement la déclaration avec le type sur lequel on souhaite appliquer
la méthode. On peut le faire déjà en Scala 2, mais en utilisant des classes implicites. Voilà. Mais cette fois, on aura une notation spécifique pour pouvoir le faire, sachant que ça existe aussi au niveau Kotlin. Ta classe. Ta classe, en fait, c'est un moyen de catégoriser des valeurs et des types pour pouvoir en fait retrouver dessus exactement la même opération. Ça ressemble beaucoup en fait à la notion de classe et d'héritage, sauf que on n'utilise pas la notion d'héritage, on passe plutôt par de la délégation. Là, ici, c'est un exemple où je souhaiterais rajouter à différents types A la méthode toJSON. Donc pour ça, je déclare un trait. Si vous faites du Java, c'est l'équivalent d'une interface qui est paramétrée avec le type A. Et je définis ensuite une méthode qui, pour ce type A, se voit ajouter donc, la méthode toJSON. Et ensuite, je vais passer à l'instanciation de cette tag class, donc de cette interface, pour des types particuliers. Si je souhaite ajouter la méthode toJSON à mon type entier, eh bien, j'ai une notation spécifique, implied for, qui, par redéfinition de toJSON, donc va associer à int l'opération JSON_number. Et pour string, je vais avoir l'opération JSON_string. Tag class dérivation. Alors là, on vient de voir comment on peut faire pour créer des tag classes, pour instancier ces tag classes. Et on pourrait utiliser exactement la même façon, la même approche en fait, pour créer des tag classes sur des entités, donc des case classes. Mais on peut se dire qu'on pourrait avoir une approche générique pour pouvoir générer automatiquement toutes ces instanciations, toutes ces instances, pardon. Et pour ça, en fait, on a cette notion de tag class derivation. Avec ici deux exemples en ligne 6 et 7. En ligne 6, en fait, j'indique ma case class user. Pour chaque instance de ma case class user, j'aurai forcément une opération toJSON associée. Et dans le cas de la ligne 7 et 8, j'indique que ma case class personne n'a pas forcément l'opération toJSON. C'est uniquement dans le scope où est déclarée la ligne 8. À ce moment-là, je pourrais utiliser l'opération toJSON sur mes instances de personnes. Donc, ça permet d'avoir cette opération disponible uniquement dans certains scopes et pas dans d'autres. De mettre en place des permissions par rapport à ça. Comment est-ce qu'on arrive à un tel résultat? Eh bien, on va passer par ce qu'on appelle de la métaprogrammation. Pour faire simple, un programme, c'est quoi? C'est quelque chose qui prend de la donnée en entrée, fait un traitement dessus et nous fournit une nouvelle donnée. Un métaprogramme, c'est un programme donc, qui prend un autre programme en entrée, fait une modification dessus pour en sortir un nouveau programme. La vision Scala dessus, c'est d'intervenir pendant la compilation. Alors, si vous vous rappelez des cours de compilation, on part d'un code source qui est vu comme une sorte de grosse chaîne de caractères, qui va ensuite être transformé sous forme d'un arbre qu'on appelle un arbre syntaxique. Donc, il va reprendre les différents éléments. Là, j'ai un if, là, j'ai une fonction avec tel nom, etc. Et la métaprogrammation en Scala intervient à ce niveau-là pour ensuite faire des transformations au niveau de cet arbre. Donc, je vais pouvoir modifier le contenu d'un nœud, en supprimer ou en rajouter. Et une fois que cette transformation est faite, eh bien, on passe à l'étape suivante de la compilation, qui est la génération de bytecode. Là, ici, on va utiliser la métaprogrammation pour faire des analyses des différentes case classes sur lesquelles on souhaite faire de la dérivation. Donc, faire des analyses, les décomposer et voir comment et décider ensuite de la meilleure façon de produire ensuite un JSON value derrière. Alors ça, c'est encore quelque chose qui existe aussi. Il y a une notion de macro, notamment, donc un cas de métaprogrammation. Donc ça existe en Scala 2. Il y a des libs qui permettent aussi de faire de la tag class dérivation, dont Magnolia. Les types opaques. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air opaque. Ça, c'est facile. En fait, là, ce qu'on essaie de faire, c'est simplement créer des synonymes, des alias par rapport à des types existants. Là, je déclare un type login qui équivaut à un type string, ou un type password qui équivaut à un type string. L'avantage de ça, c'est qu'on peut déclarer par exemple des case classes avec login, password et username en termes de typage, plutôt que d'avoir string, string, string. Et ça ne veut rien dire. Alors, ça existe déjà en Scala 2, sauf qu'on rajoute cette fois
comment dire, le mot-clé opaque, qui va interdire le fait d'utiliser directement des chaînes de caractères là où on a déclaré par exemple un login. Il faudra passer vers des méthodes de conversion qu'il faudra déclarer explicitement. Mais à la compilation, donc, il va faire cette analyse, il va faire attention justement à ce point-là. Par contre, une fois la compilation passée, toutes les informations concernant les types opaques disparaissent et ça redevient à nouveau des chaînes de caractères. Du coup, c'est une déclaration d'alias en quelque sorte, avec sans conversion implicite, mais qui n'a aucun coût au runtime. Il y a deux mots-clés aussi que j'ai trouvé assez intéressants, donc inline et rest. Alors, inline, souvent, ça parle relativement. C'est quoi? C'est quand là où j'ai un appel de fonction, si ma fonction est inline, à ce moment-là, il va être remplacé par le corps de la fonction directement au niveau du bytecode. Avec une petite fonctionnalité supplémentaire, c'est que éventuellement inline va chercher à faire de l'évaluation au niveau de corps de la fonction. Si jamais il y a un if ou du pattern matching, eh bien, il va exécuter le if ou le pattern matching s'il en a la possibilité. Et donc juste ressortir la branche qui intéresse. Ce inline, on va l'utiliser en corrélation avec un autre mot-clé qui s'appelle erase. Erase, en fait, ça va permettre de faire des déclarations, de créer des définitions qui vont être utilisées pendant la compilation et qui vont disparaître une fois la compilation passée. Voilà. Donc là, j'ai par exemple un erase_value qui n'a pas d'implémentation. Je rappelle que les trois points d'interrogation, ça renvoie forcément une exception. Malgré ça, en fait, le code qui est en dessous, qui utilise erase_value, ne va pas générer d'exception. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va être ensuite supprimé. Et comment ça marche? Par exemple, je prends la ligne 10, j'ai fait appel à typename du type int. Au moment de la compilation, donc, il rentre dans la définition de la ligne 3. À partir d'erase_value de int, il va déterminer, donc il va faire semblant qu'il a obtenu une valeur. Et il va rentrer dans le pattern matching, rentrer au niveau de la ligne 5, case int, pour ensuite retourner une chaîne de caractères. Ça, c'est fait à la compilation. Ça veut dire que, une fois la compilation faite, on a non plus f de typename de int, mais f de int. Et c'est ce qui apparaît au niveau du bytecode. De manière générale, en fait, je pourrais dire que cette notion d'erase, ou tout ce qui tourne autour, c'est un petit peu aussi l'objectif recherché au niveau de Dotty, qui consiste à mettre en place au moment de la compilation toutes sortes de manipulations, de vérifications, et d'essayer de se mettre en mode plutôt fail fast, échouer le plus rapidement possible pour que au niveau du runtime, on n'ait plus rien de tout ça à faire. Et c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir faire de l'optimisation. Alors ça, c'est quelques fonctionnalités qui apparaissent actuellement dans Dotty, qui sont potentiellement prévues pour Scala 3. Alors il y en a d'autres encore. Ah oui, j'ai oublié ça. Ça, c'est quoi? En fait, donc j'ai parlé à un moment de ces phases de compilation où on passe par un arbre syntaxique. Il y a une formalisation qui est faite autour de cet arbre syntaxique qui donne lieu à un format de sérialisation qui s'appelle testy. En gros, quand vous faites de la compilation, il vous génère d'abord un fichier .testy qui représente cet arbre syntaxique. Ça va servir ensuite à différents niveaux. Tout d'abord, on va pouvoir partir de ce fichier testy pour générer du bytecode, pour générer du JavaScript ou pour générer du code natif. Donc c'est le propre de la compilation. Mais on va aussi se baser sur ce format pour faire de la métaconversion, comme on a vu tout à l'heure avec les tag class derivation. Et on va aussi se servir de ça pour mettre en place différents outils d'analyse de code statique, notamment tout ce qui est formatage de code, outils de LinkedIn, et aussi pour les DE, pour faire de la navigation justement sur les différentes déclarations, pour vérifier, pour faire de la compilation à la volée, etc. On aura aussi donc d'autres fonctionnalités, notamment un retravail au niveau de la API collection qui va permettre, donc il y a un refactoring qui va permettre d'apporter une certaine simplification, une homogénéisation sur l'arborescence présentée en termes d'API, sachant que l'API collection, la nouvelle API collection devrait apparaître dans la version 2.13. On va avoir aussi de nouveaux type intersection, type union, c'est plutôt l'expression des types. Pour exprimer, par exemple, au niveau de l'entrée d'une fonction, on va prendre un type qui
qui soit à la fois A et B. Jusque-là, en fait, on utilisait le mot-clé with. Là, en fait, à partir de Scala 3, en fait, le with va passer en deprecated, on va plutôt utiliser la notation et. Alors, je parle uniquement pour représenter des paramètres. On va aussi pouvoir représenter des types unions, c'est-à-dire qu'une fonction va pouvoir dire, au niveau d'une fonction, on va pouvoir dire qu'on retourne soit A, soit B. Très pratique justement pour dire que soit on retourne une chaîne de caractères ou une erreur. C'est la fin des limites à 22 paramètres pour pas mal de choses, comme les paramètres d'une fonction, les paramètres dans les tuples, pour les paramètres dans les caisses classes. On pourra mettre autant de paramètres que la machine puisse l'accepter. Moins d'implicites aussi, certains implicites qui vont commencer à disparaître, qui vont être plutôt intégrés dans d'autres notations, comme on a vu avec la notation implied for, par exemple. Et puis aussi une égalité multiverselle, c'est par opposition à égalité universelle, un peu comme le equals en Java, qui prend en paramètre un objet. Donc on peut comparer tout et n'importe quoi, et même si ça n'a pas de sens. Là, ici, on pourra mettre en plus un paramètre de compilation pour demander au compilateur Java de vérifier si l'égalité entre deux valeurs a un sens. Typiquement, ça n'a pas forcément de sens de comparer une chaîne de caractères avec un booléen. Et ça, on pourra demander justement à Scala. Voilà. Donc, toutes sortes de nouveautés. Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et on pourrait se placer, en fait, d'ici 1 an, et voir comment les choses se passent par la suite. Chers confrères, chères consoeurs, si nous sommes ici réunis aujourd'hui, dans cette salle, c'est pour rendre un dernier hommage à celui que nous avons connu et aussi pour lui dire nos condoléances, car Scala n'est plus. Effectivement, ça fait quelque temps qu'on parle de la mort de Scala, moins 6 ans, c'est une maladie longue et bien triste, avec des gens qui parlent justement de la fin des langages alternatifs sur JVM, en se demandant si Scala est un futur. Il y en a même, je ne sais pas comment, mais se poser des questions, excusez-moi, savoir si Scala n'est pas mort, en fait, déjà, depuis 2016 d'ailleurs. Et puis ainsi de suite, la perte de popularité. En 2018, on parle d'un dernier espoir concernant Scala. Scala 3 ne serait pas un Python 3 finalement. Scala est aussi un énorme bazar, surtout au niveau langage. Il y a quelqu'un qui vient de m'en parler tout à l'heure d'ailleurs. Et puis surtout, au niveau recrutement, quoi, ça a l'air compliqué. Voilà. Donc oui, on peut peut-être pleurer par rapport à ça. Mais je propose à ce moment-là de revenir du coup sur son histoire. Je vais commencer du coup en 2003. 2003, c'est la naissance de Scala 1.0.0. À cette époque, voilà, il y a différentes choses qui se sont passées. Il y a une vague de chaleur meurtrière qui s'est abattue en Europe, la grande canicule. Un président américain est parti à nouveau en guerre dans le Golfe. C'est la naissance de la fondation Mozilla aussi. Et la plupart des services qu'on connaît actuellement n'existaient pas. Enfin, je pense à Twitter, Gmail, Facebook, YouTube. Voilà. Et nous étions sous Java 1.4. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Java 1.4, c'est ce langage en fait où on pouvait déclarer des collections sans pouvoir exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, c'est une sorte, un peu comme des boîtes de chocolat, quoi. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors c'est bien pour les boîtes de chocolat, mais pour des collections, c'est dommage, quoi. Et c'est souvent générateur de bugs. Alors il y a des gens qui se sont posés des questions, voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des choses quand même mieux, enfin, des langages qui permettent de l'exprimer, justement, notamment C++, puis et bien avant ça, il y avait aussi le langage de programmation fonctionnelle qui permet d'expliquer que dans des listes, je vais avoir plutôt des entiers, je vais avoir plutôt des users, ou des trucs comme ça. Et du coup, il y a 2 groupes de travail en fait, qui a bossé là-dessus, dont un qui a créé un langage, on reste dans le domaine de la nourriture, Pizza, en 97. Voilà. Et avec une syntaxe, je pense, qui est relativement connue de tout le monde. Ça dit quelque chose, oui. Alors, Pizza, en fait, ça a été créé par un petit groupe de travail, 4 personnes, dans un cadre d'un projet appelé GJ pour Générique Java. Donc, les voici. Est-ce que vous les connaissez en rouge, oui, qui c'est? Non, pas Gosselin.
Alors, en rouge, c'est l'un des concepteurs d'Haskell, c'est Philippe Badler. Voilà. En vert. En vert, c'est Gilad Bracha. Gilad Bracha, en fait, était à l'époque chez Sun et il est parti maintenant chez Google pour créer Dart. Et en jaune, voilà, très bien. Bref, 97, création de Pizza, 99, création de la JSR, et 2004, intégration de la JSR dans Java 5. Entre-temps, en 2001, Martin Andersky décide de rejoindre donc le PFL pour un poste de professeur et travaille sur un petit langage appelé Scala. C'est initialement un projet académique, d'accord. Il est prévu en fait plutôt pour explorer des domaines scientifiques. Il y a des papiers qui ont été écrits dessus, des collaborations scientifiques, puis aussi ensuite ça a été utilisé dans des cours. Et c'est comme ça qu'a commencé du coup l'histoire de Scala. En termes d'inspiration, donc on est à la fois sur du Java, du Haskell pour le côté programmation fonctionnelle et la vision type level, OCaml pour aussi le côté programmation fonctionnelle, mais aussi pour l'aspect modulaire. Et un autre petit langage développé localement qui s'appelle Funnel, qui a apporté en fait une dimension plutôt programmation concurrente. Voilà. Donc comme je disais, en 2003, vous avez la première version qui est sortie. Et en 2002, donc 2006, c'est la version 2 qui sort, même écrite en Scala, et c'est à partir de là que commence l'adoption industrielle, notamment par Twitter. C'est intéressant en fait aussi de revenir sur la motivation initiale, et on la trouve en fait dans la première version de la spécification du langage. Donc à cette époque, en 2004, on considérait qu'il y avait à peu près de 20 ans de prédomination de la part du modèle objet, sauf que ce qui est constaté, c'est qu'il n'est pas tout à fait scalable, surtout dans un cadre d'informatique répartie, où en fait il y a des messages qui peuvent être envoyés mais mettent beaucoup de temps à être reçus ou complètement échoués. Et la justification pour Scala, c'est d'avoir un langage multiparadigme qui associe à la fois programmation objet, programmation concurrente et programmation fonctionnelle. Voilà. Et c'est à peu près tout ce qui est mis. Bref, 2006, version 2 de Scala, adoption industrielle, et c'est le début de la popularité au niveau Scala. On commence à en parler depuis 2007 à Java 1, ensuite à Devoxx Belgique à partir de 2008. En 2010, c'est la création de Scala Dev, donc la conférence spécialisée autour de Scala et son écosystème. Ça a commencé avec une session par an. Maintenant, on est rendu à 2 sessions par an, une sur le continent américain, une sur le continent européen. Et en France, d'ailleurs, comme partout dans le monde, en fait, c'est la multiplication des meet-up, des user groups, et aussi des conférences autour de Scala. Sachant qu'en France, donc, le PSUG, le Paris Scala User Group, est créé en 2010. Il y a aussi d'autres user groups qui se sont créés. Il y en a un à Lyon, notamment, à Nantes. Voilà. Et donc, en 2013, est créé Scala.io. Voilà. Donc, c'est une belle histoire, en fait, pour commencer au niveau de Scala. Sauf que, on peut revenir, par exemple, sur le témoignage du premier user group du PSUG. C'est quelque chose que j'ai récupéré en fait sur le site des Duchesses et qui explique un peu les choses ainsi. Donc il y avait déjà une quarantaine de personnes, ce qui était pas mal pour une première, avec du beau monde. Sauf que apparemment c'est allé assez vite. Alors, pour la petite histoire, c'était Alexandre Bertaille qui était reçu pour parler d'ingestion de dépendance, je crois. Et les gens ont trouvé que c'était parti loin dans les domaines mathématiques, programmation fonctionnelle et autres. Bref, ils n'ont pas suivi. Ils étaient très rapidement perdus. Et c'est vrai que c'est un peu un défaut qu'on peut reprocher à Scala de partir trop loin, trop vite, ou ça permet d'aller trop loin, trop vite par moment. Souvent, quand je vois des développeurs Java me parler de programmation fonctionnelle, ça ressemble un peu à ça, quoi. Alors, il y a des fonctions, il y a de la récursion, on utilise des opérations comme map, filter et autres. On commence aussi à parler, d'inférences de type et de pattern matching aussi en Java, il me semble. Mais bon. Et quand on commence à gratter un petit peu les couches supérieures, à s'attaquer au blog, à discuter avec les gens, ça devient un petit peu de chose. C'est une espèce de chimère académique qui commence à sortir dans tous les sens. Et c'est vrai que pour l'ingénieur de base,
développeur de base, ben, c'est relativement compliqué. Enfin, on peut faire l'expérience ici. Hein. Voilà. Vous êtes tous développeurs? Oui, ça va. Qui sait ce qu'est un functor? Ok. Et qui sait, qui pourrait me donner un exemple, enfin, qui pourrait me dire quel est le Hierarchy du type Heiser? Je vous mets sur la voie, c'est le même que pour le type fonction avec un seul paramètre, ou le même que le type tuple avec 2 paramètres. Ok, bon, j'arrête là. Les 2 photos que vous avez à droite en bas sont des photos qui ont été prises en 2018 donc à Scala.io. Et on avait effectivement les mêmes questions qui étaient posées, sachant que c'était dans un amphi de 500 personnes. Voilà. Vous pouvez vous situer par rapport à ça en tout cas. Alors non seulement ça, mais aussi la possibilité de pouvoir définir n'importe quel type d'opérateur en fait, en ce cas-là, en utilisant tout ce qui est en termes d'Unicode et de ce qui est art. Et là, je dirais que la limite, c'est l'imagination. J'ai un faible là pour l'opérateur étoile creuse et étoile blanche. Mais bon, ça aide pas, quoi. Ça aide pas. Et puis, rajouter à ça, en fait, surtout qu'à une certaine époque, le Scala était maintenu par surtout des profils, soit des profils académiques, soit des profils plutôt communautaires. Et puis, éventuellement, aussi, une certaine arrogance, peut-être, de la part des développeurs Scala. Il y a des gens qui étaient initialement dans Java, qui sont tombés dans Scala, qui ont trouvé Scala très bien, qui sont revenus à Java et se sont dit non, je ne le ferai plus. Enfin, des choses comme ça, et qui étaient même à deux doigts de prédire en fait, la mort de Java. Bref, vous pouvez imaginer qu'au niveau de la communauté Java, ils ne sont pas tout à fait appréciés. Ouais, alors, sur la photo, c'est Quentin Adam. Et, alors, il paraît qu'il y a une vieille légende qui dit que si on met Quentin Adam en photo comme ça sur ses slides, ça porte bonheur. Maintenant, vous savez. Réaction de la part de la communauté Scala. TypeSafe. Odersky plus d'autres personnes ont décidé de créer une société commerciale, du coup, autour de Scala et son écosystème, ou une partie de son écosystème pour être exact. En 2011, donc est créée la société TypeSafe, qui vend quoi? Qui vend donc du conseil, de la formation, et qui, à travers ça, propose ensuite derrière de porter ensuite ses propres contributions au niveau Scala, mais du coup de pouvoir connecter en fait des besoins clients vis-à-vis du langage Scala et de son écosystème aussi. Donc ça paraît plutôt intéressant comme ça, sauf que TypeSafe doit faire face à une certaine réalité, qui est que la plupart de ses clients en fait, sont des entreprises de Java classiques. Du coup, en 2016, TypeSafe change de nom, devient Lightband, et indique comme quoi ils deviennent agnostiques vis-à-vis du langage. Ce qui fout la chose assez mal côté évolution en Scala. Et 2016, c'est plutôt la mise en avant de quelque chose, d'un ensemble de messages qu'il transmettait déjà auparavant. Ça avait déjà ce type de communication, on est plutôt Java, enfin non, on va plutôt mettre sur un pied d'égalité Java et Scala. Il suffit de voir les frameworks qu'on a vus tout à l'heure, AK, Play Framework, tous ces frameworks-là, on peut les utiliser aussi bien en Scala qu'en Java. Voilà. Et ça ne plaît pas à tout le monde. En 2013, vous avez la création d'une communauté, je ne sais pas comment appeler ça, c'est une initiative, donc TypeLevel, qui regroupe initialement donc, 2 projets, Scalasi et Shapeless. Puis après, il y a d'autres projets qui sont rajoutés. Il y en a un qui est parti, Shapeless, qui est remplacé par Cats. Non, pas Shapeless, Scalasi remplacé par Cats. Ouais, voilà. Donc, cette communauté est créée et ils étaient assez sensibles justement par rapport aux messages renvoyés par TypeSafe concernant cette dualité Scala-Java. Si bien que en 2014, vous avez donc l'un des membres de TypeLevel, Maïs Sabine, qui a envoyé ce message. Alors, TypeSafe, la motivation de TypeSafe, donc, ils la comprennent, ils veulent pas une meilleure compatibilité avec Java 8, sauf que l'orientation que prend TypeSafe n'est pas forcément celle de la communauté Scala. Et du coup, ils décident de créer un fork du compilateur Scala.
Voilà. C'est un peu une sorte une version communautaire du doigt d'honneur, en quelque sorte. On peut voir ça comme ça. Donc les choses semblent aller assez mal, il y a des histoires de fork et tout, et ça semble assez apocalyptique derrière ça. Néanmoins, il y a, la communauté Scala finit par trouver une sorte de terrain d'entente qui se met en place petit à petit, ce qui donne lieu, au final, au Scala Center. Le Scala Center, c'est quoi? C'est une fondation basée à l'EPFL qui a deux axes. Un axe open source. Open source dans le sens, on va donc s'intéresser aux projets open source, on va héberger des projets open source directement au Scala Center, et on va aussi se mettre à l'écoute de ce qui se passe au niveau de l'open source. Ils organisent aussi ce qu'ils appellent des Scala Sprints, c'est-à-dire c'est une équipe qui va rassembler des contributeurs open source, qui vont se déplacer de conférence en conférence pour demander aux participants de la conférence de contribuer aussi au projet open source. Il y a aussi un axe formation à travers les MOOC, à travers la mise à disposition de support. Donc, c'est deux principaux axes. Derrière, il y a toute une gouvernance qui est mise en place, qui regroupe à la fois des entreprises, donc, alors IBM, Goldman Sachs, Twitter, Lightbane, 47 Degrees, qui est une société de services, et alors, je sais plus, oui, SAP, Spotify. Et ainsi que des membres de la communauté. Et derrière, donc, ils partent plutôt sur une approche collégiale pour apporter des modifications au niveau Scala, à travers un processus qui s'appelle SIP. C'est aussi à ce niveau-là qu'est décidé le code de conduite, globalement sur l'ensemble des communications, mais aussi sur les codes de conduite vis-à-vis de la modération sur les principaux canaux de communication, notamment Reddit. À nouveau, tout semble se passer assez bien, mais pas tant que ça. Peut-être que Scala Center est allé un peu trop tard, mais il y a une espèce de flux migratoire, en tout cas pour les principaux contributeurs, vers le monde Haskell. C'est quelque chose qu'on peut constater effectivement. Mais si on prend en fait la population Scala au global, ça part dans tous les sens en fait. Alors initialement, il y avait des gens qui allaient sur Scala, qui ont eu peur de Scala, qui sont revenus sur Java. Maintenant, avec l'arrivée de Kotlin, il y a des gens qui partent de Scala pour aller vers du Kotlin aussi. Et puis les autres, ceux qui pensent que Scala n'est pas assez avancé au niveau formation fonctionnelle, ont l'air de plutôt partir vers du Haskell. Alors quel est le problème en fait derrière ça? On pourrait se poser plein de questions. Je rappelle que Scala en fait est vendu comme un langage qui associe programmation objet et programmation fonctionnelle. Comparé par rapport à du Go, par exemple, c'est un langage bas niveau, mais qui dépote, qui a des bonnes performances. On n'est pas sur le même niveau de langage. Enfin, quand on parle à la fois de programmation fonctionnelle et de programmation objet, c'est vrai qu'on est plutôt peut-être sur une vision académique de la chose. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est vendeur vis-à-vis des développeurs? Je ne pense pas. Ou alors je suis un cas particulier, mais bref. Il y a certaines personnes justement qui se posent des questions par rapport à ça et qui se disent peut-être qu'il faudrait en fait non pas vendre à la fois programmation fonctionnelle et programmation objet, mais recentrer la communauté sur l'un des deux axes. Il y a combien de temps? Donc l'année dernière en fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de John Degouz. C'est un grand contributeur aussi dans mon Scala, c'est connu, qui a fait un talk donc à Scala Piano en Israël. Dans lequel justement il exposait ce message. Et lui, son point de vue, c'est de sacrifier la moitié de la communauté et de garder que celle qui paraît intéressante. Voilà. Effectivement. Et c'est dommage en fait de vendre Scala comme un meilleur Java. Parce que Kotlin, du coup, quand on regardait Kotlin, oui, c'est un meilleur Java. Il le fait beaucoup mieux que Scala. Scala, c'est pas un meilleur Java, c'est autre chose. C'est quelque chose qui n'a rien à voir. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut mettre en avant Scala? Alors on pourrait parler de... Scala, c'est un programme de... j'y arrivé. Scala, c'est un langage de programmation fonctionnelle avancé sur JVM, qui est aussi un langage mature. Mais bon, ça convainc plutôt moi. Pas forcément tout le monde. On peut parler des frameworks, Play, Akka, Spark, Kafka. Oui, mais on peut l'utiliser avec du Java aussi.
Et il y en a qui s'en privent pas. Puis Spark aussi, on doit faire aussi avec Python et R. Kafka est implémenté en Scala, mais tout ce qui est exposé, c'est une API Java. On peut parler aussi de la maîtrise des effets, de la programmation concurrente à travers des frameworks comme CatsEffect, Monix, Daio, mais ça reste limité en fait, comme point de vue. Est-ce que c'est un meilleur Java? Je viens de dire que non. Kotlin fait bien ce travail-là. Peut-être que la façon de vendre Scala, ce serait plutôt de dire que Scala est un langage de programmation fonctionnel, surtout un langage de programmation open source, mature, qui aide, je précise bien aide, à écrire du code correct et à modifier le code en toute sécurité, tout en permettant d'utiliser des bibliothèques Java existantes. Alors pourquoi je dis aide? Parce que Scala, on peut faire l'impératif avec. Par contre, si on s'en tient aux règles propres, au style propre à la programmation fonctionnelle, oui, on pourra obtenir du coup cette façon d'écrire du code correct et du code qui soit facile à refactorer sans qu'on ait à se dire que là j'ai potentiellement un effet de bord, il faut que je fasse attention. Donc effectivement, si je cherche quelque chose sur JVM qui permet d'utiliser des trucs sympas, donc des bibliothèques sympas tout en faisant ça, eh bien je vais plutôt à ce moment-là me tourner vers du Scala. Pour terminer, je vais revenir en fait sur ce slide. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi en fait par rapport aux dates? Parce que bon, voilà. Pour moi, c'est pas Scala qui va mourir. Parce que là, en fait, il y a toute une communauté, il y a tout un processus et toute une fondation qui est derrière, plus des clients qui travaillent beaucoup avec et des frameworks importants aussi derrière Scala. Donc non, il ne va pas mourir comme ça. Par contre, ce que j'aimerais voir mourir, c'est plutôt Scala 2. Enfin, vu ce qui arrive, en tout cas, dans Scala 3, moi, ça m'intéresse énormément. Et j'attends vraiment l'adoption de Scala 3, en tout cas dans mon environnement. Peut-être que ça mettra un peu de temps. Moi, je suis plutôt du Spark. Il y a encore beaucoup de 2.11, en tout cas, sur les projets Spark en entreprise. Mais bon, j'ai bon espoir. Je reviens aussi sur certaines affirmations en fait, autour de Scala. Bon, il y avait Scala est un énorme bazar sans nom, dans le sens où en fait, le langage mélange 5 langages en même temps et qu'on fait les choses un peu salement pour obtenir des tag classes. En fait, initialement, en Scala 2, on utilisait des threads avec des implicit values, plus des classes implicites pour avoir les opérations rajoutées sur les types. C'est vrai que c'est pas très propre. C'est devenu un idiome, un hack. Mais c'est intéressant de voir que la communauté s'en rend compte et que il y a une transformation effectivement qui apparaît et qui concerne ça spécifiquement au niveau de Scala 3. Scala 3 sera le prochain Python 3. Alors, j'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas dire effectivement comment est-ce que vont se passer les choses. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un effort fait par les personnes qui s'occupent du compilateur Scala et du langage pour que tout d'abord il y ait une transition qui soit relativement tranquille entre la version actuelle de la 2.12 jusqu'à Scala 3, en incluant des fonctionnalités dans des versions intermédiaires. Donc il y aura une version de 13. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais il paraît qu'il y aura une version de 14 aussi. Voilà. En attendant Scala 3. Et même au niveau Scala 3, on va plutôt mettre certaines fonctionnalités en deprecated avant de les supprimer. Et puis derrière ça, il y a une bonne partie des fonctionnalités aussi qui correspondent à des patterns existants déjà au niveau de Scala 2. Kotlin va détrôner Scala. Moi, je dirais tant mieux pour Kotlin. Hein. Enfin, pour moi, effectivement, Kotlin, c'est un meilleur Java. Scala n'est pas un meilleur Java. Donc, si Kotlin détrône Scala, mais ce sera effectivement uniquement du côté programmation objet. Par contre, ce n'est pas avec Kotlin que je vais faire de la programmation fonctionnelle comme je fais avec Scala. Il y a effectivement une bibliothèque qui s'appelle HeroKT au niveau de Kotlin, qui introduit aussi une sorte de notion de tag class, mais il le fait. Enfin, je vous laisserai regarder. C'est assez intéressant comment il le fait, mais en tout cas, c'est pas comme on le fait en Scala. Il vaut mieux s'intéresser à Haskell qu'à Scala.
Alors, effectivement, je trouve qu'Haskell, ça permet de mieux maîtriser la programmation fonctionnelle dans ce cas-là. Et j'aime bien justement repasser sur du Haskell pour faire les choses mieux côté Scala. Sauf que si je cherche un langage de programmation sur JVM qui soit assez mature et qui soit assez avancé en programmation fonctionnelle, pour moi, il n'y a que Scala. Il y a effectivement des implémentations qui existent de Haskell sur JVM, ETA, Frege, mais ça reste, c'est pas aussi mature que Scala pour le coup. Il n'y a pas suffisamment de framework développé autour de ça. S'investir dans ce cas-là est un risque important. Alors, au sens surtout au recrutement, c'est vrai que c'est difficile de trouver des gens qui ont une certaine expérience en ce cas-là actuellement. Chez Nivalence, nous, notre solution, c'est quoi? C'est on est 2 seniors au niveau Scala, et donc les gens, dans leur onboarding, on leur fait passer une semaine de formation dans laquelle il y a 2-3 jours de formation au niveau Scala. Et on les accompagne toujours pour leur monter en compétences au niveau du langage et sur des pratiques courantes au niveau programmation fonctionnelle. Ça, c'est notre point de vue. Mais après, il y a peut-être aussi un travail de la part de la communauté pour apporter plus d'humilité et plus de bienveillance auprès des gens qui s'intéressent au langage. Ne serait-ce que en fait, être à l'écoute en fait, de ces gens-là, apporter du mentoring, et accompagner donc du coup les personnes pour les expliquer que ce que tu vois là, c'est pas sorcier, que c'est une monade, c'est pas si compliqué que ça. Des choses comme ça. Voilà. Pour terminer, je voudrais d'abord remercier Web App Machine et Git qui m'ont permis de retrouver pas mal de documents que vous avez pu voir ici. Et je vous remercie globalement de m'avoir écouté. Alors, il me reste 3 minutes. Je pense qu'on peut prendre au moins une question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous remercie. Ah, il y a une question? Oui. Alors, quel est l'impact pour Spark? C'est une bonne question. J'aurais du mal à évaluer. Je pense que, en fait, au niveau Spark, ils ont servi un certain style de se restreindre en fait au niveau des fonctionnalités mises en place. Et du coup, je pense que l'impact sera relativement mineur. D'autres questions? Oui. Bon, on commence d'abord par. Alors, quand je développe, est-ce que je fais que du fonctionnel? Comment? Ah, d'accord, oui. Ok. Quand je développe, est-ce que je fais que du fonctionnel? D'abord, je fais ce que je peux par rapport à ce que j'intègre, puisque je ne fais pas du Scala tout seul, hein, je m'intègre par rapport à des frameworks existants. Mais au bout d'un moment, j'ai vite me ramener dans un environnement dans lequel je fais plutôt de la programmation fonctionnelle, parce que j'ai plus la capacité d'exprimer certaines choses grâce à la programmation fonctionnelle. Avec mon expérience, en tout cas, c'est beaucoup plus simple. Et de sécuriser aussi la façon dont je code. Voilà. Encore une question? Non. Merci à tous.